Bien, bonjour. Merci d'être ici. Ça me fait très plaisir. C'est la première fois que je viens à la session F pour donner une conférence, donc je suis absolument ravi. Et donc je voudrais remercier Ingrid, Gaëlle et Chloé qui m'accueillent ici, ainsi que Eric et Claude qui ne sont pas ici maintenant, mais qui sont là. Donc le sujet de cette conférence, c'est les secrets de la Silicon Valley. C'est sur la base d'un livre que j'ai rédigé aux éditions Erol et qui est absolument formidable. Mais avant de vous parler de ça, peut-être quelques mots. Donc moi je travaille pour Fujitsu, je suis le directeur d'innovation digitale et de l'investissement de Fujitsu en France. Fujitsu, c'est une très grande entreprise de 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires, avec plus de 100 000 brevets, une présence dans plus de 150 pays, 160 000 collaborateurs, un des très grands du digital et de l'IT. Donc moi, comme je disais, je suis directeur de l'innovation digitale et de l'investissement, et mes clients me demandent de maximiser le capital, l'efficacité du capital innovation, parce qu'il y a une enveloppe qui est réservée pour innover, et moi, on fait appel à moi pour que l'innovation rapporte davantage. Et si ce n'est pas le cas, je suis très gentiment remercié. Voilà. Et donc, ça, c'était une des émissions auxquelles j'avais participé sur BFM, où je parlais du livre. Alors, aujourd'hui, donc, pour structurer mon propos, j'ai imaginé quelque chose en 3 parties. D'abord, vous dire que le premier secret de la réussite dans le domaine de l'innovation et dans la Silicon Valley, c'est comprendre que l'innovation est un vecteur majeur de compétitivité, peut-être le plus important. Le second, vous parlez de la capacité d'anticipation, de prospection et d'esquisser les contours de ce que pourrait être le monde en 2030. Et enfin, le dernier, vous présentez une méthode, une démarche pour réussir l'innovation. Alors, on va commencer avec un quiz. Il y aura 2 quiz dans cette conférence et ils sont tous les deux extrêmement difficiles, donc tenez-vous bien. Quel est le point commun entre l'ensemble de ces logos ? De ces logos, oui. De ces marques. Le point commun. Ils ont un centre R&D en France. Pardon ? Est-ce qu'ils ont un centre R&D en France ? Écoutez, s'ils ont tous un centre de R&D en France, peut-être. C'est peut-être un point commun. Alors, ce n'est pas celui auquel j'avais pensé, mais... Une marque forte. Une marque forte, une notoriété. La musique, effectivement. La musique, une marque forte, notoriété. Donc, effectivement, c'est un mix de tout ça. Et la réponse à la question, c'est qu'à un moment donné de leur histoire, ces entreprises ont été leaders de l'industrie musicale. Et à chaque fois, elles l'ont été dans une forme produit en particulier. Donc ça, c'est un mot de jargon. Forme produit, ça désigne un ensemble de technologies, une sorte d'infrastructure industrielle, économique, qui permet aux consommateurs d'effectuer une tâche de consommation particulière. Ici, il est question du fait d'écouter de la musique. Par exemple, en 1948, le plus moderne qu'il y avait dans le domaine de la technologie pour écouter de la musique, c'était les 45 tours. Et puis un peu plus tard, c'est devenu la cassette, et puis ensuite le CD, et puis ensuite l'iPod, et puis ensuite le streaming. Et alors ce qui est intéressant, en tout cas ce qui m'interpelle, et peut-être êtes-vous également interpellé, c'est que ce n'est jamais le même leader. Les leaders ne parviennent jamais à maintenir leur position de leadership lorsque la forme produit change. Donc ça, c'est quand même assez inquiétant parce que si vous avez investi dans une de ces entreprises à un moment donné de votre vie financière, eh bien, votre investissement a une durée limitée de pertinence. Et ce qui est encore plus gênant, et là je vais voir si je sais utiliser la souris, c'est que quand on passe d'une forme produit à une autre, voilà. Quand on passe d'une forme produit à une autre, par exemple des disques aux cassettes ou bien des CD à l'iPod, ça c'est un exemple intéressant, le taux de survie de ce qu'on appelle l'écosystème, c'est-à-dire l'ensemble des fournisseurs, l'ensemble des distributeurs, les fabricants eux-mêmes de musique, le taux de survie c'est 9%. Ce qui veut dire qu'il y a donc 91% des entreprises qui ont été très actives par exemple à l'époque du CD et qui disparaissent. En tout cas, leur activité dans le domaine de la musique ferme lorsque le paradigme produit change, lorsque la forme produit devient l'iPod. Donc ça, c'est devenu, je dirais, évident
lorsque l'iPod s'est imposé face au CD, puisque par exemple toute la chaîne de distribution a été totalement disruptée, le consommateur n'ayant plus besoin de se rendre dans un magasin physique pour se procurer de la musique. Et le sens de l'innovation digitale, parfois on dit qu'on traverse une époque de révolution digitale. Le sens de la révolution digitale, c'est que l'ensemble des formes produits qu'on utilise aujourd'hui vont être petit à petit digitalisées. Et j'ai choisi le cas du secteur musical parce qu'on a déjà vécu dans cette industrie-là 2 disruptions digitales, la première étant l'iPod et la deuxième, le streaming. Et alors, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que ces entreprises qu'on a vues ont mis en place 8 stratégies industrielles, donc qu'on reconnaît tous comme étant des stratégies qui permettent de renforcer la compétitivité. Et parmi ces 8 stratégies, il y a le fait d'investir beaucoup en R&D, par exemple. Donc Sony, au début des années 2000, a déposé de l'ordre de 1200 brevets par an. C'est absolument énorme. Les plus grandes entreprises françaises, par exemple PSA, déposent 1050 brevets par an à peu près. Alors, je crois qu'il y en a encore une qui en dépose davantage, mais voilà. Il y a des grands PDG qui sont à la tête de ces entreprises, donc Steve Jobs chez Apple, Aiko Morita chez Sony, David Sarnoff chez CBS, qui était au tout début. Il y a un travail d'aller sur ce qu'on appelle les marchés adjacents. Par exemple, quand vous avez une cassette audio, elle devient cassette vidéo, ce qui permet de projeter à la fois du son et de l'image. Lorsqu'il y a des CD, ils deviennent DVD-ROM, ce qui permet de projeter à la fois du son et ensuite de l'image. Et ça permet aussi de stocker un certain nombre d'éléments de mémoire. Enfin voilà, donc il y a un ensemble de travail qui est fait. Il y a aussi beaucoup de fusion-acquisition. Dans les années 80, l'industrie musicale est le secteur industriel qui concentre le plus de fusion-acquisition avec des intégrations verticales diverses, en amont ou en aval. Par exemple, le cas de Sony qui achète Columbia Records pour se procurer les contenus musicaux. Donc en fait, le constat, je dirais l'analyse historique que je vous ai présentée tout à l'heure, elle devrait nous amener à remettre en cause notre manière de concevoir ce qui constitue la compétitivité. Et ma conviction, et c'est la thèse que je devais défendre au cours de cette conférence, c'est qu'il y a un seul vecteur de compétitivité qui ne sont pas les fusions-acquisitions ou le fait d'investir dans la R&D ou le fait d'aller sur des marchés adjacents. Le vecteur de compétitivité, c'est l'innovation. Et une façon encore différente d'explorer la même chose consisterait à vous présenter ce film, donc des temps modernes de Charlie Chaplin, qui a été tourné dans les années 30, en l'occurrence 1936, qui, on peut supposer, a lieu dans une usine de fabrication d'automobiles, peut-être une usine de Ford. Et je vais vous laisser découvrir ceci. Alors pourquoi est-ce que j'ai souhaité diffuser ce court extrait des temps modernes? Parce que je pense que c'est une métaphore, une description certes parodique, mais néanmoins relativement réaliste, de notre vie quotidienne dans les entreprises. Puisque nous sommes poussés vers l'optimisation des processus de production. Et on voit que lorsqu'il y a le moindre dysfonctionnement, on peut citer le cas d'une mouche sur la chaîne de fabrication, eh bien on n'arrive pas à composer avec cet aléa des circonstances, et on en est réduit à arrêter l'ensemble de l'appareil de production. Alors je vous laisse imaginer la difficulté qu'il y a d'introduire dans ce système de production optimisé quelque chose de radicalement nouveau, parce que l'appareil de production qui figure ici a été conçu pour fabriquer par exemple des Ford T en grand nombre, c'est-à-dire un produit dont on connaît exactement, je dirais, la composition. Et lorsqu'il s'agit de créer un produit nouveau, eh bien il faut de manière évidente, modifier l'appareil de production pour qu'il puisse fabriquer ces produits. Or, l'époque que nous traversons, c'est une époque qui demande de créer des nouvelles formes produits.
Et il est clair qu'avec un appareil de production comme celui-là, qui est très linéaire dans sa séquence de production, eh bien, on a du mal à imaginer, quand on fabrique un iPod, le streaming. Parce que le streaming, ce n'est pas un iPod amélioré. De la même manière que l'iPod, ce ne sont pas des CD audio améliorés. C'est quelque chose de radicalement nouveau. Alors voilà, donc maintenant j'aimerais parler du monde en 2030 et vous évoquer un certain nombre de grandes lignes. Bien sûr, je vais rester très général parce que je ne sais pas comment les choses vont se dérouler en 2030. Mais il est clair que l'innovation digitale, si on ne retient que cette technologie, devrait ouvrir la voie à beaucoup de création de valeur. Par exemple, 1180 milliards si on retient la cybersécurité, l'industrie intelligente, la blockchain, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, ainsi que les drones, ainsi que l'agriculture connectée. Alors 1180 milliards, c'est beaucoup d'argent, c'est à peu près un tiers du PIB français. Donc ça veut dire que si on est capable d'innover, eh bien on va être capable de prendre une part de cette somme. Et si j'ai souhaité vous parler de ça, c'est pour vous donner c'est quantifier l'enjeu de l'innovation. Parce que souvent on dit il faut innover, il faut créer davantage de communication entre différentes équipes, il faut désilotiser l'organisation. Donc tout ça c'est vrai, mais il y a aussi une partie qui est on peut créer de la valeur avec l'innovation et l'enjeu il est de cet ordre-là. Sur ces 7 technologies-là, d'ailleurs je me permets d'ajouter qu'il manque des technologies très importantes, la santé digitale par exemple, et tout ce qui est véhicules connectés autonomes et l'électromobilité, et qu'on doit pouvoir continuer cette liste. Et je me permets d'ajouter encore une autre chose, c'est que si on dit que nous traversons une période de digitalisation de l'économie, eh bien, il y a 120 ans, on a traversé une période d'électrification et de mécanisation de l'économie. Ça a pris entre 30 et 40 ans. Après, en France, c'était plutôt rapide. Eh bien, si on digitalise l'économie, ça veut dire que l'ensemble des secteurs de production, tous les secteurs, vont être digitalisés. Et là, ce n'est qu'une vision assez restreinte des secteurs qui pourraient être digitalisés. Et donc le monde en 2030, c'est des technologies nouvelles, j'en ai mentionné quelques-unes, mais c'est aussi, et c'est important de s'en rendre compte, des nouveaux modèles économiques. Si on voit comment la composition des plus grandes entreprises mondiales, les 5 plus grandes entreprises mondiales a évolué sur les 15 ou 17 dernières années, ce qu'on peut voir, c'est que les entreprises leaders de la deuxième révolution industrielle, qui sont liées par exemple au pétrole, ces entreprises-là ont disparu. Elles ne font plus partie du classement des grandes entreprises mondiales. Et que maintenant, l'ensemble des plus grandes entreprises du monde, elles ont pour 2 caractéristiques. D'une part, ce sont des entreprises très récentes, leur moyenne d'âge est de 18 ans. D'autre part, elles sont digitales. Et d'ailleurs, j'oublie un 3e élément. Donc, Alphabet, c'est Google, juste pour information. Enfin, je pense que vous le savez. Pardon. Alors, là, j'oublie de dire que... Bon. Voilà. J'oublie de dire qu'elles ont en commun un modèle économique qu'on appelle des plateformes. Donc, on a parfois dit qu'il y avait 4 modèles économiques différents. Le modèle économique des plateformes, c'est le fait de parvenir à cibler avec un service ou un produit 2 marchés. Par exemple, Google, c'est un moteur de recherche. Il cible le marché du consommateur parce que vous et moi, on cherche l'information sur Google. Mais aussi, il séduit les annonceurs qui font figurer sur le côté latéral du moteur, de l'écran des informations de nature promotionnelle et qui pourraient être pertinentes étant donné la requête du consommateur. Donc, c'est important d'avoir en tête que ce n'est pas juste des nouvelles technologies, c'est aussi des modèles économiques qui sont relativement nouveaux. Et puis, ça, c'était pour l'offre de production, donc c'est-à-dire ce que nous produisons, les technologies et la manière que nous fabriquons des modèles économiques. Mais il y a aussi une mutation de la demande, et la mutation de la demande se caractérise, elle aussi, par, je dirais, 2 choses. D'abord, il y a un déplacement des classes moyennes, ou en tout cas une émergence des classes moyennes en Asie, ce qui fait qu'à partir de 2028 ou 2030, les classes moyennes mondiales seront majoritairement asiatiques. Et d'autre part, comme à chaque fois, tous les 20 ans, il y a un changement de génération. Et il y a une nouvelle génération, donc qu'on appelle parfois la génération Y, ou parfois on dit les millennials, qui à partir de 2018, donc maintenant,
2017-2018, vont avoir un pouvoir d'achat qui est supérieur à la génération qui les a précédés. Et comme vous savez, quand il y a une nouvelle génération, cette génération a grandi dans une autre période historique. Peut-être qu'elle n'est pas très familière avec la guerre froide, par exemple, ou parce que le mur de Berlin est tombé pendant qu'ils étaient enfants. Ils sont très liés à tout ce qui est nouvelles technologies, Internet. Et donc, ça fait des consommateurs différents qui produisent à la fois des nouvelles choses et aussi qui ont d'autres types de besoins. Alors, une fois qu'on a dit ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une évidence, ce que je dis, mais les évidences sont importantes, c'est que l'innovation, ça consiste à créer ce qui est nouveau. Donc, je sais que c'est très évident de dire ça, mais le problème, c'est que comme on a tellement de personnes qui disent tellement de choses différentes sur ce sujet, on ne sait plus si c'est un état d'esprit, si c'est une sorte d'énergie intérieure, si c'est un dérivé du team building, ou si c'est une valeur morale, ou si c'est encore autre chose. Donc, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que l'innovation, ça consiste à créer de nouvelles formes produits. Donc, ça consiste, si on reste sur l'exemple de la musique, à créer non pas un Deezer amélioré, mais ce qui prendra autre chose que Deezer. Mais voilà. Ce qui veut dire que l'attention de l'innovateur ne peut pas porter sur la chaîne de production existante. Il ne peut pas chercher à améliorer ce qui existe déjà. Il doit créer quelque chose qui est radicalement nouveau. Et pour faire ça, il y a à mon avis deux choses à faire. Et donc, je suis très, très heureux de vous parler du test Benveniste. Mais il faut trouver les bons talents, on va en parler tout de suite. Et puis, il faut allouer les ressources d'une manière différente que ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, le test Benveniste vient du test de Turing, qui figure ici. Le test de Turing, on met 3 personnes, il y a 3 salles différentes, et on doit distinguer où est l'homme et où est les machines. Le test Benveniste, c'est pareil. Il y a 3 salles sans aucun contact visuel entre les salles. Donc ici, ce serait un peu compliqué étant donné qu'il y a du contact visuel partout. Mais il y a des évaluateurs qui sont dans une salle. Il y a dans une autre salle un consommateur et dans une 3e salle, il y a un innovateur qui veut se faire passer pour un consommateur. Donc les évaluateurs posent des questions aux 2 parties sans savoir qui est qui. Et l'innovateur doit répondre de manière tellement, je dirais, proche de ce que pourrait dire un vrai consommateur que les évaluateurs ne sont pas capables de distinguer dans quelle salle se situe le consommateur et dans quelle salle se situe l'innovateur. Si je vous dis ça, c'est que souvent on dit qu'il faut connaître ses clients, et donc ça en reste à une sorte de considération générale, il faut connaître ses clients. Donc là, il y a un test très clair, c'est absolument scientifique et binaire comme façon de procéder. Et à l'issue de ce test, on voit si la personne auprès de qui vous aimeriez investir connaît suffisamment bien son client. Et enfin, il y a une nouvelle façon d'allouer les ressources. Quand on cherche à optimiser un appareil de production existant, eh bien en général, on sait exactement ce qu'on va faire. La plupart des ressources vont sur l'exécution du projet. Mais dans l'innovation, comme il s'agit de créer quelque chose de nouveau, on ne peut pas procéder de cette manière. Il faut passer, en tout cas c'est ma conviction, 50% de son temps, de son argent, de son capital, de ses talents aussi, à comprendre le problème du client. Et 50% de son temps à développer la solution qui résout le problème du client. Voilà donc pour les perspectives sur 2030. Et j'aimerais parler désormais d'une méthode pour réussir l'innovation. J'ai dit qu'il fallait à la fois parler du problème et des solutions. Et donc, dans un premier temps, je vous propose d'évoquer les problèmes. Alors, comment on commence l'innovation ? Eh bien, dans la mesure où il va y avoir 1 milliard, enfin il y a déjà 1 milliard de classes moyennes mondiales, ça dépend ensuite des définitions qu'on donne à ce terme, l'innovation pourrait commencer par une analyse du budget des ménages des classes moyennes mondiales. Et pour chaque ligne de dépenses, identifier les formes produits qui n'ont pas fait l'objet d'une digitalisation. Et comme j'avais commencé avec la musique, je vous propose de continuer sur cet exemple. Et donc, on peut constater, en regardant le budget des ménages tel qu'il est identifié par HSBC, que les capacités d'achat dans le domaine de la culture, au sens très général du terme, sont de l'ordre alors, le total, ça fait 5 000 milliards par an. Donc c'est
je ne me souviens plus exactement des calculs, mais il y a 1 milliard et c'est fois 5, et donc ça fait 5 000 milliards. Et ensuite, si on considère que 5% de cette somme est consacrée à la musique, eh bien on arrive à une capacité d'achat de 250 milliards de dollars par an. Ce qui veut dire que le consommateur peut acheter ça sur le sujet de la musique. Et Philippe Colombel, qui est le directeur général de Partech, dirait que avant de commencer un effort d'innovation, il faut cibler donc un marché qui est suffisamment important. Ça, c'est un point important en France parce que parfois on cible des marchés qui ne sont pas suffisamment importants. Donc il donne comme fourchette basse 3 milliards de dollars par an. Dans le cas de l'exemple que j'ai cité, on était à 250 milliards, donc en principe ce critère-là il est respecté. Les acteurs établis ne sont pas digitaux, et même idéalement, la forme produit n'a pas été digitalisée. Donc là, pour le coup, on ne respecte pas le critère puisque la musique a déjà été digitalisée 2 fois. Et donc, effectivement, les formes produits sont relativement anciennes. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous avez trouvé une ligne de dépense qui correspond à ces critères, vous pouvez effectuer un premier test benveniste où vous pouvez évaluer vos innovateurs selon qu'ils connaissent ou non le quotidien de leurs clients. Donc, est-ce qu'ils savent comment les clients, les consommateurs utilisent leur temps? À peu près sur quoi ils dépensent leur argent? Quelle est la rationalité de leur acte d'achat et quels sont leurs principaux postes de dépenses? Et si l'innovateur parvient à se faire passer pour son client à plusieurs reprises, eh bien, il connaît suffisamment bien son client et peut-être que c'est raisonnable de lui faire confiance. Et une fois que vous avez fait cette première étape, la deuxième étape porte sur l'analyse du besoin. Et l'analyse du besoin, ça commence avec qu'est-ce que le client, le consommateur doit faire pour exécuter la tâche de consommation qui est la sienne. Par exemple, sur le cas de la musique, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour écouter de la musique? Et on peut représenter l'activité de consommation, le processus de consommation, de la même manière qu'on représente un processus de production, c'est-à-dire de façon très linéaire avec des tâches de production à différents moments. Et là, ce qui est intéressant ici, c'est que jamais on ne fait référence à une forme produit en particulier. Par exemple, ici, jamais préparer l'iPod. On n'a pas écrit préparer l'iPod. Parce que dès que vous faites référence à une forme produit particulière, vous créez les conditions où mentalement vous allez améliorer l'existant. Or, encore une fois, l'objectif de l'innovation, c'est de créer quelque chose qui est nouveau. Donc, vous devez représenter le processus de consommation de manière indépendante par rapport à la forme produit existante. Et puis, pour l'ensemble de ces éléments, de ces étapes, on peut identifier l'intention du consommateur. Par exemple, pour se tenir informé de nouveautés musicales, on peut le mesurer en minimisant le temps qu'il faut pour être informé des nouveautés musicales. Ou alors maximiser la pertinence des nouveautés musicales proposées à l'utilisateur, etc. Et ça, ce genre d'exercice, il faut le faire pour l'ensemble des 9 boîtes. Et bon, j'ai mis 99, juste pour information. Donc Steve Jobs, avec l'iPhone, a demandé de trouver à peu près 3000 items comme cela. C'est-à-dire que, par exemple, bon, c'est très simple, mais un téléphone, ça sert à appeler. Donc, il faut minimiser le nombre d'opérations à effectuer quand on passe un appel. Ça sert aussi à écouter de la musique, ça sert aussi à accéder à Internet, etc. Donc, Steve Jobs avait identifié 3000 tâches, 3000 intentions que le consommateur cherche à exécuter avec cet objet. Alors là, on ne va pas aller dans les détails, mais très très vite, on fait un sondage, une sorte de sondage, une étude qualitative, voilà. Et puis, on essaie d'identifier le problème du client selon 2 grands critères, l'acuité et la prévalence. L'acuité est composée de si l'élément est important au regard du consommateur et s'il est insatisfait, son niveau d'insatisfaction. La prévalence, c'est le nombre de personnes qui sont concernées et les coûts que les gens consacrent à réaliser la tâche évoquée. Par exemple, le fait de se tenir informé de nouveautés musicales, aujourd'hui c'est gratuit, mais il fut un temps, il fallait acheter un certain nombre de journaux, etc. Donc là, ce qui est important, c'est que la propension d'achat, vous l'identifiez non pas par du déclaratif, oui, j'aimerais acheter ceci ou j'aimerais acheter cela, mais
en regardant ce que le consommateur achète déjà. C'est-à-dire quel est le budget qu'il consacre dès aujourd'hui pour réaliser la tâche que vous souhaitez optimiser. Et alors, une fois que vous avez ça, vous représentez cet ensemble sur une matrice. Donc, donc ça, c'est la matrice du problème, selon l'acuité et la prévalence. Et vous prenez comme élément de référence la forme produit existante. Et vous allez, par exemple, optimiser le fait de minimiser le coût total du matériel musical. Donc ça, il est apparu que c'était à la fois d'une grande acuité et d'une grande prévalence. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui se sont dit qu'il y avait ce problème. Beaucoup de gens et aussi qui dépensent beaucoup d'argent. Tout ça, ce sont des hypothèses pour acheter le matériel musical. Alors très vite sur le sens du temps. Donc ça, c'est très important. Je vous recommande d'écouter Elon Musk, Steve Jobs, Mark Zuckerberg et d'autres. Et vous verrez que ce sont des gens qui, très souvent, par exemple Steve Jobs quand il fait le lancement de l'iPhone en 2007, ou alors Elon Musk très récemment, lorsqu'il a parlé du lien neuronal, c'est la nouvelle start-up qu'il est en train de faire financer, ils font référence au passé, donc c'est-à-dire les manières que, pour le cas de Elon Musk, l'intelligence humaine et biologique s'est développée dans le passé, mais pas genre sur 100 ans, mais sur 10 000 ans. Ils font référence au présent, ils font référence au futur. Elon Musk a dit que l'intelligence artificielle pourrait dépasser l'intelligence humaine. Donc il faut resituer, je dirais, le problème du client dans une chronologie. Une fois que vous avez ça, vous pouvez tester le problème ou les problèmes que vous avez identifiés et vous assurer que ces problèmes que vous avez identifiés de cette manière à la fois très ethnographique et un petit peu avec une validation quantitative, vous pouvez les vérifier en faisant un nouveau test Benveniste cette fois-ci, vous assurez que le problème que vous avez trouvé, c'est le même que celui que ressent le consommateur. En caractérisant le problème selon le coût, les qualités, les délais, les conséquences du problème actuel, etc. Alors voilà pour le problème, et donc parlons maintenant de la solution. Donc la solution, elle doit résoudre le problème. Je sais que c'est encore une évidence incroyable, mais figurez-vous qu'il m'est arrivé, attendez, je me suis perdu dans mes souris là, il m'est arrivé de ne pas savoir utiliser une souris, voilà. Donc figurez-vous que parfois, comme on a tellement taylorisé l'économie, les appareils de production et même l'esprit des gens, quand vous dites aux gens de faire problème-solution, eh bien ça peut devenir deux projets différents. Donc vous avez un certain nombre de personnes qui ne travaillent que sur le problème et d'autres personnes qui ne travaillent que sur la solution, et en fait il n'y a plus d'articulation entre ces deux éléments. Ça paraît incroyable, mais c'est pourtant la réalité. Alors, la solution, on évalue la pertinence d'une solution selon qu'elle résout le problème du client. Et Google, par exemple, avec ce qu'on appelle les projets Moonshot, considère qu'une solution doit apporter un facteur d'amélioration de 10. Donc on appelle ça 10x. Par exemple, si on veut minimiser le coût total du matériel, donc si ça coûte 100 € aujourd'hui, il faut diviser ça par 10, donc ça donne 10, il faudrait que ça coûte 10 €. On dit souvent que l'autonomie de l'électromobilité est insuffisante. Je crois qu'elle est de l'ordre de 500 km. Bon, là, si on veut innover dans ce sujet, il faudrait faire de 500 à 5000 km. Mais ça donne l'ambition d'optimisation qu'on souhaite se fixer. Ce qui veut dire aussi qu'on ne part pas de la forme produit existante. Je sais que j'ai déjà dit, mais je me permets de me répéter. On part d'une autre forme produit, peu importe la forme produit, on essaye d'apporter une amélioration significative à son client. Et donc, ce que je vous propose dans le cadre de cette présentation, c'est vous parler de maximiser un sentiment d'être ailleurs, d'être transporté et d'être dans une autre époque. Alors, ça c'était un premier élément. Le deuxième élément pour caractériser la solution, c'est qu'il faut que la solution doit être de nature digitale. Ça, c'est le comportement de l'amélioration des performances digitales depuis 1900, donc plus d'un siècle. Et on voit que ici, donc c'est tous les 10 ans. Hein, là, ici, c'est le temps. Là, c'est l'amélioration des capacités de calcul, donc le nombre d'instructions par seconde. Donc c'est la vitesse. Mais on pourrait utiliser le stockage, on pourrait utiliser le débit, le réseau Internet, etc. Et là, il y a une multiplication fois 100 à chaque fois. Donc c'est 10 puissance moins 6, moins 4, moins 2, 1, 10 puissance 2, etc. Et on voit que ça ressemble à peu près à une droite, ce qui veut dire que l'évolution est exponentielle.
Et la technologie digitale, on en avait parlé tout à l'heure, mais je le redis, elle se substitue à la technologie mécanique. Laquelle technologie mécanique a offert une amélioration qui n'est pas exponentielle, mais linéaire des capacités de production. Ce qui veut aussi dire que dès qu'on veut optimiser ce qui est mécanique, par exemple, dès qu'on veut optimiser ce qui est mécanique, on est en quelque sorte limité dans les capacités d'amélioration, tandis que le digital permet une amélioration beaucoup plus importante et beaucoup plus grande. Dernier élément, pour articuler la solution avec le problème, parfois il faut avoir recours à des raisonnements très créatifs qu'on pourrait appeler la fertilisation croisée. Donc c'est une expression qui vient de Stanford, mais qui vient aussi du domaine de la biologie. Donc par exemple une sirène, c'est l'assemblage de deux éléments distincts. Et si on se réfère aux formes produits de la musique que j'ai évoquées tout à l'heure, on voit que l'intention du consommateur à écouter de la musique reste stable dans le temps, mais que la technologie qu'il utilise pour atteindre son objectif de consommation change dans le temps. Et donc à chaque fois, ce qu'il faut faire, c'est combiner une technologie très novatrice avec une intention du consommateur qui reste à peu près la même. Donc il y a un effort de créativité qui est important. Et je vous propose d'essayer de faire cette combinaison sur le cas de la musique. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de technologies qui intéressent plein de gens différents. Par exemple, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'Internet des objets et encore d'autres, la voiture autonome. Et il y a encore d'autres que ça, pardon. Et en fait, ce que je vous propose de voir, c'est de quelle manière est-ce que... Alors, de quelle manière est-ce qu'on peut utiliser donc, une technologie, par exemple la réalité virtuelle, pour donc, maximiser, aider le consommateur à avoir le sentiment d'être transporté, d'être ailleurs dans une autre époque. Donc ça, c'est le problème, ou c'est un des trois problèmes qu'on avait identifiés après l'analyse que je vous avais exposée tout à l'heure. Et par exemple, voici ce que peut donner la réalité virtuelle sur ce sujet. Donc, si vous êtes coincé je sais pas, dans le périphérique ou ailleurs, vous n'avez pas accès, vous serez en retard à votre concert à Bercy, donc c'est dommage. Et donc, pour avoir quand même accès au concert, vous pourriez avoir recours à un casque de réalité virtuelle et vous seriez dans le concert, dans la fosse, par exemple, si vous êtes à Bercy, ou alors sur scène avec l'artiste. Et puis, bien sûr, on peut imaginer des applications encore différentes où vous pourriez assister à des concerts qui ont eu lieu il y a très longtemps, par exemple Woodstock en 1971. Et on peut même imaginer que l'ensemble des avatars qui sont là sont doués d'intelligence artificielle. Et donc vous pourriez en quelque sorte commencer une conversation sur la situation au Vietnam ou bien sur les élections avec Nixon, etc. Et donc on voit comment on utilise la technologie non pas pour elle-même, mais pour aider le consommateur à être transporté dans une autre époque et ailleurs. Une fois que vous avez ça, il faut tester la pertinence de cette solution. C'est-à-dire que vous remettez votre innovation, en l'occurrence le casque à réalité virtuelle, comme on l'a exposé tout à l'heure, au consommateur et vous faites le même test avec les 3 salles différentes. Et il faut que le consommateur puisse s'approprier l'innovation de manière très intuitive. Et l'innovateur qui a travaillé sur cette solution depuis par exemple 2 ans doit être capable de redécouvrir cette innovation comme si c'était la première fois qu'il la voyait. Une des raisons pour lesquelles l'iPad et l'iPhone ont si bien marché, c'est que c'est très facile d'utilisation et qu'on a veillé tout au cours du développement à ce que ça reste simple. Et une fois qu'on a ça, eh bien on positionne, car on peut imaginer que vous avez différentes preuves de concepts, différents prototypes. On positionne les différents prototypes sur une matrice selon qu'elle aide le client, selon qu'elle résout le problème qui a été précédemment identifié. Par exemple, on peut dire que la solution résout d'un facteur de 2x relativement à la forme produit d'aujourd'hui, ou bien peut-être qu'elle résout d'un facteur de 10x relativement à la forme produit aujourd'hui. Et il est aussi possible qu'elle ne résolve pas du tout le problème, ou alors que ça soit encore moins bien qu'avant, auquel cas il y aurait une valeur négative ici. Donc ça c'est malheureusement très souvent le cas. Et donc ça, c'est une première manière d'évaluer la solution.
La deuxième manière d'évaluer la solution, c'est si la solution est originale. Autrement dit, est-ce qu'il y a par exemple des startups ou des grandes entreprises qui sont en train de développer quelque chose de similaire. Donc si c'est le cas, c'est plutôt vers le bas. Et s'il y a très peu de gens qui développent quelque chose de similaire, donc c'est plutôt vers le haut. Enfin, le diamètre de la bulle indique le type de modèle économique. Donc on avait parlé tout à l'heure, le modèle économique le plus porteur, c'est celui qu'on appelle le marché biface ou des plateformes. Il y a les produits où on fabrique un produit qu'on met sur le marché, les services où il n'y a pas l'investissement capitalistique, donc c'est plus rentable. Il y a tout ce qui est IP avec technologie propriétaire, où là, ça permet d'avoir davantage de rentabilité. Et donc, une fois qu'on a ça, on peut en quelque sorte faire la synthèse des deux matrices, c'est-à-dire la matrice « quel est le problème du client ?» et la matrice « quelle est la solution qu'on a conçue pour résoudre le problème du client ?» On fait figurer le problème ici, alors ça c'est purement arbitraire, dans l'axe des abscisses, la solution dans l'axe des ordonnées. Bien sûr, tout ça est fait avec en référence la forme produit dominante qu'on va chercher à disrupter. Et là, c'est une matrice de décision que j'utilise à titre personnel. Voilà. Mais il est clair que si vous avez des innovateurs qui ont été capables de trouver un problème très grave et très prévalent, c'est-à-dire qui concerne plein de gens et qui occasionne beaucoup de coûts, et que même si la solution n'est pas formidable, je pense que ça vaut quand même le coup d'investir. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, ça m'avait beaucoup surpris. Déjà, par exemple, en 2012-2013, il y avait beaucoup d'investisseurs dans la Silicon Valley qui finançaient des startups qui n'avaient absolument aucune preuve de concept, rien. Mais comme elle avait trouvé un problème, la startup avait trouvé un problème qui concernait beaucoup de gens et qui était très grave, et on se disait, mais si on leur donne de l'argent, peut-être que dans un an, ils auront trouvé un début de solution. Et donc, on peut tout à fait financer des innovateurs pour trouver un problème. C'est d'ailleurs le cas d'un certain nombre d'incubateurs qui sélectionnent sur la base du problème. Je dirais évidemment, si la solution est bien. Alors, par contre, si la solution n'est pas bien, il faut quand même penser à recruter des personnes qui ont une compétence technologique, parce qu'un jour, il va falloir quand même développer une solution. Si vous avez une équipe qui a une super solution, mais on ne connaît pas le problème, donc là, il faut pivoter. C'est-à-dire qu'il faut demander à cette équipe qui a fait cette innovation de rencontrer plus souvent des clients, peut-être de recruter des compétences, on va dire, de marché, de manière générale. Mais il est clair que s'il y a un problème, même qui n'est pas extrêmement grave, mais une solution de très bonne qualité, là, il faut aussi investir. Enfin voilà, donc ça, c'est comme ça que vous pouvez décider d'investir et d'allouer les ressources selon le problème et la solution. Et bien sûr, si on est dans une partie qui n'est pas très marquée, il faut rencontrer plus souvent les clients, selon la manière que j'ai exposée tout à l'heure, et aussi procéder à ce qu'on appelle la veille technologique pour voir tout ce qui est fait dans ce domaine, pour essayer de faire de quelque chose qui est un peu différent. Puis on arrive à la fin, j'ai une dernière chose à dire. Donc dans le cadre de mes activités de Fujitsu, je mène une étude sur l'innovation dans le domaine bancaire. Et s'il y a certains d'entre vous qui ont des convictions fortes sur ce sujet, je serais ravi de vous écouter. Donc c'est gratuit, absolument gratuit. Et voilà. Merci.